Je ne sais pas si vous pouvez nous écrire dans le chat si vous nous entendez. Oui, parfait, parfait. Beaucoup de réponses, merci. Excellent. Donc, je ne sais pas si on a 125 participants. Je crois qu'on peut commencer là. OK, parfait. Donc, professeur Cabral, vous êtes prêt? Je suis prêt. Parfait. Donc, nous allons commencer. Bon, tout d'abord, bienvenue et merci d'être présent à ce webinaire-là. Donc, moi, je m'appelle Miguel Almassi, je suis ingénieur junior en biotechnologie. Donc, je travaille chez DBO Expert depuis un peu plus de 2 ans et je vais participer avec professeur Cabral à l'animation de ce webinaire. Donc, on va tout de suite aller au plan de la présentation. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs sujets qu'on va discuter à travers la présentation. Avant de débuter, j'ai quelques indications là, pour vous, là, pour le déroulement de la présentation. Donc, professeur Cabral vous montre présentement la vue que vous pourriez avoir. Comme vous pouvez voir, tout d'abord, par défaut, la plateforme est en anglais, donc c'est possible pour vous d'aller la changer en haut à droite. Donc, vous avez la langue. Donc, si vous voulez la mettre en français, c'est par ici. Deuxièmement, vous pouvez voir que vous n'avez pas accès à un micro ou à une caméra. Donc, votre moyen de communiquer, c'est vraiment par le chat que vous avez vu en bas à droite. Il y a plusieurs qui ont communiqué déjà, là, donc vous savez comment ça fonctionne. Puis, troisièmement, probablement que nos caméras présentement sont par-dessus la présentation. Vous pouvez aller accrocher nos caméras par-dessus le chat. Donc, ce que vous voyez présentement, professeur Cabral vient de cliquer sur quelque chose qui s'appelle accrocher. C'est juste à droite, en bas à droite de nos caméras, là, accroché. Donc, ça va nous mettre sur le côté. Vous ne verrez pas en plein milieu de la présentation. Dernièrement, tout d'abord, pour ce qui est des questions, on n'y répondra pas à travers la présentation, étant donné le nombre de personnes. Par contre, je vous invite fortement à les écrire dans le chat directement lorsque vous les avez. Ça va éviter là, à la période de questions, à la fin, de bombarder un peu de questions. Là. Puis, en plus de ça, probablement qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de répondre à toutes vos questions. Par contre, DBO Expert, à la suite du webinaire, là, les jours qui suivent, on va produire un document qui va répondre à toutes vos questions, là, qui va être disponible sur notre portail pro. Je vais y revenir à la fin de la présentation. Puis finalement, étant donné que c'est un webinaire là, qui est surtout présenté par professeur Cabral, les questions qui seraient par rapport au systémo, on n'y répondra pas durant le webinaire, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire quand même dans le chat. Puis finalement, si jamais vous avez des questions à la suite du webinaire, ça va être possible de les envoyer à l'adresse courriel dboexpert à commercial ingénierie à commercial dboexpert.com. Je l'écris présentement dans le chat et vous allez voir, on va pouvoir vous répondre à vos questions par rapport au webinaire et à toute autre question que vous auriez là, pour le système aussi. Finalement, lorsque vous écrivez vos questions, vous voyez en bas à droite, il y a l'option dans le chat écrire un message ou il y a l'option aussi poser une question. Donc, on vous invitera à poser vos questions dans l'onglet poser une question. Ça va la mettre en bleu, ça va la mettre en évidence, puis ça va nous permettre de notre côté de mieux les classer. Donc, voilà pour les indications avant le début de la présentation. Dernièrement, vous voyez un petit avertissement en bas à droite. On vous demande de ne pas interpréter les résultats qu'on va vous présenter comme étant des conseils de conception. Professeur Cabral va vous donner un peu plus de détails là-dessus au cours de la présentation. Donc voilà, on peut commencer. Donc, professeur Cabral est ingénieur civil, puis il a obtenu son doctorat en géotechnique environnementale à McGill en 92. Puis depuis 1994, il est professeur à l'Université de Sherbrooke à la faculté de génie, donc en mécanique des sols et géotechnique environnementale. Donc, ça fait environ 15 ans que professeur Cabral et DBO Expert travaillent ensemble. Dans la majorité du temps, c'est pour nous aider à comprendre un peu nos systèmes, puis ce qui se passe aux alentours, donc en termes d'hydraulique, de matériaux, de sol. Donc, aujourd'hui, on a refait appel à professeur Cabral pour
qui puisse partager avec vous, les participants, cette compréhension-là qu'il y a sur l'écoulement des eaux. Donc, professeur Cabral, je vous inviterai à nous partager votre expertise, puis en quoi elle est pertinente à notre domaine là, du traitement des eaux usées. Merci Miguel pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Je suis bien heureux de venir partager un petit peu avec vous ces moments sur les écoulements dans les sols. Et je vais commencer par parler un petit peu de mon expérience et situer un peu comment elle s'applique à ce domaine-là. Je vais commencer par vous faire peur un peu avec cette figure-là parce qu'elle est à la base de ce qu'on étudie, qu'on utilise pour les études d'écoulement non saturé. Alors, je commence déjà par vous dire que l'écoulement non saturé s'applique à vous. Les écoulements que vous avez dans vos systèmes sont souvent non saturés, malgré le fait qu'on travaille toujours avec des perméabilités saturées. Alors, le graphique ici, il veut dire quoi? Dans l'axe des Y, on a l'humidité dans le sol. Alors, on part du plus sec, qui est le bleu très pâle, ou très foncé, ce serait comme saturé. OK? Et dans l'axe des X, on a la succion. C'est quoi la succion? La succion, c'est tout simplement comme la capillarité. L'eau qui rentre dans le sol, il attire les particules ensemble par son ménisque et ça fait la capillarité. Si vous mettez par exemple une botte de céleri dans une eau avec un colorant, vous allez voir le colorant qui va monter par le tube capillaire. Ce tube capillaire, il y a un ménisque puis il tire les particules ensemble. De façon pratico-pratique, la capillarité, c'est ce qui nous permet de faire des châteaux de sable. Et si l'eau devient, si la capillarité est très forte et l'eau est soutirée du sol, on a quasiment le sable du Sahara, ben on va se retrouver dans une situation où le sable est tellement mou qu'il nous coule entre les doigts. On n'est pas capable de faire un pain avec notre sable. Ça, c'est pour le sol sablonneux. Quand on parle d'argile, on va trouver de l'argile craquelée. Les plus gros pores perleraux avant, puis ensuite on commence à voir ces craquellements-là de l'argile. À l'opposé, quand la succion est très faible, le système a beaucoup plus d'eau et plus humide, on va voir nos châteaux de sable se défaire. Alors, les petits châteaux de sable qui sont plus proches de l'eau, ils commencent à se défaire, alors que ceux qui sont proches de l'oiseau, ils sont encore debout parce que la pression est négative et ça tient encore. L'écoulement d'un sol est vraiment surprenant. Cette autre figure que j'ai prise, oh mon Dieu, oh, quelque chose s'est passé ici, désolé. Ça, je ne savais pas que ça pouvait se passer. Désolé. Cette autre figure-là, cette photo, elle a été prise en Australie, au Red Center. Et ce qu'on voit, c'est un sol très sec et on voit une règle qui indique 2 mètres. On voit ça partout en Australie. Au début, je ne comprenais pas, mais ça veut dire que c'est les niveaux d'eau qu'on peut atteindre à cet endroit-là. C'est une trombe d'eau qui arrive. Alors, si jamais c'est le cas, tu t'en vas vers un point haut, tu places ton auto le plus haut possible parce que sinon, ça va l'amener complètement. Alors, on se demande, un sol très sec, pourquoi il ne prend pas cette eau-là? Ben, écoute, les hydrologues savent très bien ça. C'est le sol réagit quasiment comme une plaque d'acier. Ça ruisselle, ça perle dessus. C'est trop d'eau en même temps. Alors, le point que vous avez en rouge à gauche, c'est un point qui indique à peu près comme s'imagine quelqu'un qui fait une grève de la faim. Après 25 jours, il décide qu'on va le donner à manger, il accepte. Puis là, on faut commencer par un petit bouillon, ensuite un petit peu de riz, tranquillement. Tu habitues le système à recevoir cet aliment-là. C'est la même chose avec de l'eau. Quand c'est très, très sec, il faut que la succion descende donc vers la gauche. Quand elle arrive au point rouge, là, le sol est capable de commencer à prendre de l'eau. Donc, c'est toujours surprenant. Et je vais continuer à vous surprendre un peu avec cette figure-là. Dans cette figure-là de droite, on a la fonction de perméabilité. Ce que nous connaissons depuis toujours, c'est la perméabilité saturée. C'est celle-là que la plupart des praticiens vont utiliser dans leur jour le jour. Mais un sol, quand il commence à se désaturer, ce qui existe, c'est une fonction de perméabilité qui montre comment sa perméabilité varie avec la succion. Alors, un sol très, très sec, la perméabilité peut passer de 10-4 à 10-14 à 10-10 mètres par seconde. Ça peut changer beaucoup. Un autre point surprenant dans les écoulements non saturés, imagine ici, on a un sable fictif et un gravier fictif. Quand même pas si fictif, mais fictif. Vous voyez qu'il y a un point de croisement entre eux.
Ce point de croisement-là, c'est un point à partir duquel, si la succion est très élevée, on va avoir un gravier, admettons que la succion soit de 10-1 kPa. La perméabilité du gravier va être de l'ordre de 10-7, quelque chose fois 10-7, alors que la perméabilité du sable est toujours à 10-4. Donc, le gravier est moins perméable que le sable. Ça, c'est un peu bizarre, mais ça arrive dans les écoulements non saturés. Alors, si le gravier va recevoir de l'eau qui vient du haut du sable, il faut, partons d'un point qui c'est très sec, il faut que l'humidité s'accumule à l'interface entre les deux jusqu'à ce qu'on arrive à ce point rouge de diapo précédent, et là, l'eau va commencer à pénétrer dans le sol. Et c'est un peu ça que j'ai fait dans ma carrière en faisant de la recherche en modélisation physique. J'ai construit beaucoup d'expérimentations instrumentées assez grosses, comme à Saint-Tite-des-Caps. Ensuite, j'ai fait de la modélisation numérique des écoulements non saturés. Alors ça, c'est Saint-Tite-des-Caps. Plus récemment, en 2007 à 2014, on a fait la construction et le suivi de biosystèmes d'oxydation passive, c'est l'écoulement de gaz, mais l'écoulement d'eau affecte énormément l'écoulement de gaz. Dernièrement, en 2018, ça a l'air de 200 008, là, mais 20 018, mais en tout cas, j'ai construit des lysimètres pour étudier l'écoulement à travers le recouvrement final d'un site d'enfouissement. On a instrumenté ça, on a fait 5 lysimètres. C'est des instruments qui sont très suivis et on complète le tout par la modélisation numérique. En 2020, j'ai construit un biosystème à Kitchener et cet été, je construis un autre à Montréal. Alors, à travers tout ça, on étudie toujours l'écoulement non saturé dans les sols. C'est ça qui est vraiment le plus important le plus important axe de recherche que j'ai, c'est l'écoulement non saturé, comme dans vos systèmes de traitement. Justement, professeur Cabral, on sait que la très grande majorité des systèmes septiques vont être grandement influencés par l'écoulement de l'eau dans le sol. Hein. C'est carrément le type de sol, dans la majorité des cas, qui va nous dire ce qu'on peut installer puis qu'on ne peut pas installer. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce qu'on aimerait savoir de votre part, c'est précisément comment l'eau s'écoule à travers les différents types de sols. Donc, qu'est-ce qui vient affecter cet écoulement-là et quels paramètres viendraient impacter le fonctionnement d'un système avec infiltration, que ce soit un système eau, que ce soit un filtre à sable, un champ de polissage, un élément épurateur classique, bien sûr, du point de vue hydraulique, l'aspect biologique, ça sera pour une autre fois, mais au point de vue hydraulique. Donc, comment vous êtes pris pour répondre à ces questions-là qu'on avait sur nos systèmes? Bon, évidemment, je n'ai pas pu faire des bancs d'essais physiques, mais j'ai fait plusieurs modélisations numériques avec un certain niveau de précision, mais avec des extrêmes. Je vais vous expliquer ça en détail, mais j'aimerais que tu présentes avant, Miguel, les modèles avec les critères de conception que vous m'avez envoyés, des bioexperts m'ont envoyé pour que je fasse ma modélisation. Oui, donc de notre côté, Hey, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça n'est jamais arrivé, pardon. c'est ça. Donc, de notre côté, on a fourni à professeur Cabral des modèles de systèmes, donc des plans de systèmes réels qu'on aurait installés dans des conditions précises. Par exemple, une chambre à coucher. On a fourni différents modèles pour différentes conditions, donc on va pouvoir comparer ces conditions, mais ils ont tous des caractéristiques communes que vous voyez sur la diapositive présentement. Donc, par exemple, on a tout le temps mis deux rangées pour pouvoir voir s'il y avait des interactions entre les deux rangées. Puis également, les largeurs qu'on a appliquées sont toujours respectent toujours le QDR 22, donc l'article 87.25, où on voit les superficies en fonction du type de sol. Donc, si jamais on vient comparer des types de sol, ben le modèle sera changé en venant ajuster la largeur du système. Donc, ça va leur permettre d'avoir la superficie qui est requise selon le QDR 22. Donc, voilà les critères de conception qu'on a utilisés pour professeur Cabral. Excellent. Bon, j'ai pris les dessins AutoCAD qu'on m'a fournis et j'ai commencé à construire mes modèles. Alors, qu'est-ce que les modèles? Bon, c'est un dessin aussi, mais en arrière du dessin, il y a, bon, la possibilité de changer des matériaux, de faire toutes sortes de modèles différents, évidemment. Mais en arrière de ça, il y a des éléments. Dans ce cas-là, c'est un programme par élément fini. C'est des petits triangles que vous voyez là-dedans. Qu'est-ce que ces triangles font là? C'est comme une discrétisation du milieu. À l'intérieur de chacun,
on a toutes les équations d'écoulement qui sont en arrière du Q2R22. Alors, la loi de Darcy et tout ça pour saturer et pour non saturer aussi. Alors, le triangle contient la phénoménologie des écoulements. Et là-dedans, on peut faire plein de choses. On va donner les frontières, on va expliquer, par exemple, si je prends la conduite qui est là, je vais spécifier clairement à quel endroit je veux que l'écoulement sorte. Et je vais dire à quel moment de la journée que je veux l'écoulement sorte et à quelle quantité d'eau. Donc, je peux simuler exactement la situation d'application sur un champ de polissage ou un TSA. Je peux simuler la réalité au niveau des frontières, le type de matériaux. Je vais continuer à vous expliquer ça. Bon, donc je prends mon modèle et la première chose que je vais faire, c'est identifier où sont les matériaux. OK? Alors, je vais donner les paramètres hydrauliques de ces matériaux-là. Les courbes que je vous ai présentées tantôt, je vais tout donner ça. Je vais donner toutes les caractéristiques des frontières. Si jamais, par exemple, il y a une frontière, une couche limitante qui est très imperméable ou une autre situation, vous allez voir que j'ai fait deux situations différentes pendant la présentation. Il y en a une qui est plus favorable et une qui est plus défavorable. Puis, je peux aussi ajouter une pente, comme vous allez voir vers la fin de la présentation. Professeur Cabral, il y a quelque chose qui me semble assez évident qui vient influencer la teneur en eau des sols, puis c'est la pluie. On a vu que la perméabilité change en fonction de la teneur en eau du sol. Donc, est-ce que cette pluie-là peut être prise en compte dans des modélisations comme ça? Donc, par exemple, qu'on voudrait modéliser sur 5 ans, est-ce que la pluie pourrait être prise en compte? Oui, effectivement, oui, c'est très important en fait de considérer ça. Ces modèles numériques sont très puissants. C'est pas quelque chose que j'ai développé dans mon laboratoire là. C'est des modèles qui sont utilisés à travers la planète. Il y a des ingénieurs spécialisés là-dedans. Et ces modèles-là permettent de donner des séries de pluies sur plusieurs années, étudier des moments critiques. Il y a des sous-routines à l'intérieur qui simulent comment ça dégèle quand on a une accumulation de neige. Évidemment, le ruissellement est pris en compte. On peut donner la végétation, la profondeur des racines, le couvert végétal pour qu'il simule l'évapotranspiration. Évidemment, la courbe, la petite flèche courbée, ça indique l'émagasinement d'eau. Ça vient avec les propriétés du sol. Donc, évidemment, la réponse, c'est oui. On est capable de simuler la réalité avec un très haut niveau de sophistication. Je vais vous donner une idée un peu de ce qu'on peut trouver avec ces modèles-là. Alors, ce que vous voyez là-dedans, c'est une échelle du très sec en bleu pâle à très humide, arrivant presque au saturé quand ça devient très, très foncé. Dans ce cas-là, j'ai mis une condition très favorable au bas de la couche et on voit qu'il y a un certain niveau d'humidité à l'intérieur du sable filtrant, dessous des conduites. Ça ne veut pas absolument pas dire qu'il y a une remontée de nappe. C'est tout simplement dire que c'est humide et c'est normal que ce soit humide parce que ça, c'est une photo prise après 1 an de simulation à 21 heures du 31 décembre, admettons. Fait que c'est normal qu'après tout ce temps-là, le système est quand même déjà assez stable à partir d'un certain nombre de mois. On voit ce type de choses. Une autre façon de voir ça, c'est via les vecteurs là. Et là, les gens vont se dire, hey, ça a l'air d'une fontaine, cette affaire-là, mais non. C'est tout simplement l'humidité qui s'est distribuée à l'intérieur du sable filtrant et c'est la phénoménologie. C'est comme ça et ces programmes sont très puissants et sont capables d'identifier ça. Le plus important, c'est que les flèches verticales sont celles plus foncées, sont celles qui sont importantes. Et ensuite, les flèches latérales dans le milieu récepteur, dans ce cas-là, j'ai mis un sol perméable, on voit la dissipation latérale. Ça, c'est une condition très favorable que j'ai émise. Celui-là montre aussi une situation très intéressante. C'est une vidéo où on voit une journée typique qui va rouler en boucle, où on a l'application à différents moments de la journée, puis les flèches qui l'accompagnent aussi. Alors ça, c'est les types de résultats graphiques qui nous permettent de voir, si jamais c'était le cas, s'il y a, par exemple, une remontée de la nappe. Professeur, vous en avez parlé tantôt qu'on pouvait aller faire varier des paramètres puis comparer un peu leur impact sur leur système. Une première idée que moi j'avais en tête, c'est la distribution des eaux à travers la journée. Donc, on voit dans la vidéo qu'on peut faire passer les eaux à différents moments.
Dans le domaine, on dit généralement qu'il y a différentes façons de distribuer les eaux. Là. Par exemple, quelqu'un qui va au travail, donc il va utiliser une grande quantité d'eau le matin puis une grande quantité d'eau le soir. Ou par exemple, en confinement, on va utiliser des plus petites quantités d'eau à travers la journée. Donc, est-ce que c'est possible de simuler cette différence-là puis voir si à court ou à long terme, il y aurait une différence là, sur les systèmes? Oui, c'est tout à fait possible. Et ce que j'ai fait ici, c'est une simulation où on a, par exemple, en haut, il y a 3 moments de la journée où est-ce que l'eau coule, alors qu'en bas, c'est distribué seulement en 2 parties, le matin et le soir. Donc, le soir, quand le soir arrive, on voit beaucoup plus d'écoulement. Pour cette situation-là simulée, pour l'exemple présenté, apparemment, il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aurait pas d'autres situations où aurait une différence notable. Je pense par exemple à un milieu qui serait extrêmement sec puis qu'on viendrait donner une grosse vague d'eau initialement, là, c'est là où on pourrait voir que la perméabilité du sol serait pas prête à recevoir toute cette eau-là. Donc, on pourrait avoir un impact là, sur le système. Par exemple, ça pourrait être le cas. Il y a d'autres situations critiques. Si, par exemple, on a une période de confinement jumelée à des grosses pluies qui durent longtemps, le système pourrait être sous stress. On pourrait voir ce type de choses-là. Voilà, c'est un exemple qu'on pourrait voir une différence majeure aussi. C'est cet exemple-là où j'ai changé les conditions frontières. La ligne pointillée en mauve que vous voyez à la base, c'est une ligne qui indique que toute goutte d'eau qui la touche disparaît. Ça, c'est une situation évidemment peu vraisemblable, mais c'est juste pour donner un exemple de deux extrêmes. Alors que la situation que je présente en bas, c'est une situation à l'autre extrême où on a une couche pratiquement imperméable ou imperméable et l'eau est obligée de s'écouler latéralement et elle va trouver un point en quelque part où elle va se dévider. Alors, dans une situation comme ça, on peut voir qu'il y a effectivement une saturation du système comme un tout. Même si le sable filtrant est à une couleur un petit peu plus pâle, comme c'est un matériau différent, ça veut dire qu'il est déjà saturé. Si je prends mon curseur dans mon programme et je viens et je cherche c'est quoi la pression à l'intérieur du système, si la pression est passée du négatif, succion, à une pression positive, ça veut dire qu'on commence à remonter la nappe. Et à ce moment-là, on a une situation très défavorable ou de très haut, comment dire, de très gros stress pour le système et qui pourrait faire en sorte que le système fonctionne mal. Et ici, là, on remarque que justement la couche limitante est un roc, puis que le système a inondé. Puis ma question, c'est que le Q2R22, puis n'importe quelle application nous permet 30 cm plus bas, par exemple, dans un sol peu perméable, d'avoir une couche imperméable. Est-ce que ça veut dire nécessairement que dès qu'on aura une couche imperméable avec un sol peu perméable, le système ne fonctionnera pas bien? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est une simulation extrême qu'on a fait ici, juste pour montrer le type de réaction que le système comme un tout peut avoir. Mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Le règlement est préparé pour que, basé sur beaucoup d'expériences qui existent, sur la phénoménologie aussi, fait que ça ne veut pas dire du tout ça. Mais j'ai fait quand même un test pour montrer un peu comment un système qui est très favorable comme celui-là, mais sur un sol qui a une capacité de dissipation convenable, peut se comporter, alors que dans une situation très défavorable, il continue à se comporter de façon très convenable. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est un sol très perméable, mais ça aurait pu être un autre. On voit que la dissipation latérale se fait sans qu'il y ait du tout inondation du système. En fait, on voit du bleu pâle à l'interface entre le remblai et le sol très perméable, le milieu récepteur. On voit à l'interface du sable filtrant et le milieu qui a une certaine humidité, mais qu'on est très loin de la saturation. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment l'importance, c'est qu'il y a une dissipation latérale qui permette au sol récepteur d'évacuer son eau. Là. C'est ça. Cette dissipation-là est très importante. Ouais. Okay. Donc, on comprend que là, on vient de comparer un sol peu perméable et un sol très perméable avec les mêmes conditions, excepté l'épaisseur de sol qui est différente, là, 60 cm contre 30 cm. Mais ce qu'on remarque, c'est même si dans les deux cas, les systèmes avaient la superficie minimale requise, ça ne veut pas dire que tes systèmes vont se comporter de la même façon nécessairement. Donc, au-delà de la superficie, le type de sol a un impact. Le QDR 22
définit 3 types de sols dans lesquels on peut faire de l'infiltration. Donc, c'est carrément le sol peu perméable, le sol perméable et le sol très perméable en fonction de leur perméabilité. Est-ce que ça serait possible d'aller regarder, comparer ces 3 types de sols-là, puis regarder comment l'eau s'écoule à travers ces différents types de sols? Oui. Oui, je vais vous montrer ça. On a fait plusieurs simulations. L'important, c'est de retenir qu'on travaille dans le système comme un tout, remblai, sable filtrant et milieu récepteur. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une photo après 1 an pour une simulation à des conditions semblables en termes d'application. Et on observe que le sol très perméable dissipe très bien en dessous du filtre de sable filtrant. Il n'y a aucun problème, une petite accumulation d'eau. Quand le sol est perméable, on voit qu'il y a une coloration bleue un peu plus foncée sur toute l'épaisseur du milieu récepteur, mais le sol n'est pas sous charge du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de remontée de nappe, il y a une certaine humidité en dessous des conduites tout à fait normale. Quand on tombe dans le sol peu perméable, les conditions commencent à être un petit peu plus de stress. Je ne sais pas si dans l'écran, c'est facile pour vous de voir, mais quand on arrive sur les bordures de l'emprise du remblai, la coloration est déjà un petit peu moins foncée qu'en dessous de l'emprise du sable filtrant. Ça veut dire que le système est encore en capacité d'évacuer ça sans aucun problème. Alors, il n'y a pas de pression qui s'est créée pour qu'il y ait une remontée de la nappe nécessairement dans des situations-là. Alors, on voit aussi par le vecteur le même type de situation. La seule chose que le vecteur nous montre un peu plus clairement, c'est un petit épanchement qu'on voit à l'intérieur du sable filtrant. Puis justement, cet épanchement-là, c'est quelque chose qu'on voit pas dans le sol perméable et très perméable parce qu'ils ont tellement de facilité à prendre l'eau qu'on leur envoie. Mais justement, sur le sol peu perméable, une des techniques qui est utilisée dans notre domaine, c'est d'aller mettre de la pierre concassée en dessous du système pour aider justement à bien répartir ces eaux-là sur la surface peu perméable. En plus de ça, cette pierre concassée-là est utilisée pour atteindre la superficie minimale sans avoir un système qui est beaucoup trop large, ce qui nécessite par exemple plus de sable filtrant puis d'écarter plus les conduites une de l'autre. Donc, c'est une méthode qui est utilisée, la pierre concassée. Toutefois, récemment, il y a une fiche d'interprétation qui est sortie qui nous disait que la pierre concassée n'était pas nécessairement la seule option lorsqu'on avait un sol peu perméable et qu'on voulait atteindre cette superficie d'infiltration-là complète sans avoir un très grand système. Donc, c'est possible aussi d'aller chercher cette superficie-là avec la pente de sable. Comme vous voyez sur l'écran présentement, il y a les 2 options qui sont possibles de faire pour atteindre une superficie d'infiltration sans que vous voyez l'espace entre les conduites soit énorme. Donc, chez DBO Expert, on a quand même conservé la méthode avec la pierre concassée, surtout pour un sol peu perméable, là, en fait, pour un sol peu perméable, parce que historiquement, ça fonctionnait. Puis, on peut remarquer aussi que ça va nécessiter beaucoup moins de sable filtrant, faire une installation comme ça. Par contre, ce qu'on se demande, professeur Cabral, c'est est-ce qu'il y a une des 2 méthodes qui est plus favorable? Est-ce qu'il y en a une qui serait mieux d'appliquer ou bien au final, les 2 sont équivalentes puis un concepteur peut choisir la méthode qu'il veut là, selon la disponibilité des matériaux, par exemple? Je ne peux pas donner un avis de conception ici. Par contre, je vais me baser sur ce que j'ai fait comme modélisation et oh mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Désolé. Je ne Oh sais my. pas s'il y a un bouton qui reste pris lorsque vous pesez Est-ce que vous sur la voyez flèche. je vais avancer vite ici. Il y a un bouton qui reste pris aujourd'hui. Ouais, peut-être utiliser l'espace au lieu de la flèche vers le bas, c'est l'équivalent. Est-ce que c'est celui-là? Plus bas, encore. On est à la diapositive 26. OK, C'est ça. parfait. Je vais utiliser cet autre clavier-là. OK, désolé pour le problème technique. Donc, je vais me concentrer sur les simulations que j'ai faites. Ce que j'ai observé, c'est que dans le 2 graphiques du haut, on peut regarder soit par les vecteurs ou par l'humidité du sol, on voit qu'il y a un petit épanchement
dans la pierre concassée pour une situation de sol peu perméable avec la roche. Et on voit que la région où est-ce que le milieu récepteur pardon, est plus foncé est pas mal égal qu'on ait le sable filtrant ou l'emprise de roche. Quand on regarde les vecteurs, on voit aussi que cet épanchement-là, il va jusqu'à à une certaine largeur dans la roche, dans la pierre concassée, et elle occupe à peu près l'emprise du sable filtrant. Ça, c'est une situation qu'on a analysée. Il y a sûrement d'autres situations où la pierre concassée serait vraiment utile, et je dirais que c'est quand le sol devient moins perméable. Donc, par exemple, là, le Qdor 22 donne une plage là, de perméabilité d'un sol peu perméable. Donc, il serait possible d'aller voir, là, comparer les deux si la pierre concassée, Ouais. effectivement, devient de plus en plus utile, là, moins le sol est perméable. Oui, exactement. Alors, par exemple, on a simulé ici une situation, celle du bas, où on a à peu près une perméabilité saturée qui est dans le milieu de la plage des peu perméables. Et on voit la même chose qu'on a présentée dans la diapositive précédente. On voit une région dans la pierre concassée qui a un certain épanchement de l'humidité. Mais quand on va vers les plages moins perméables, en fait, la limite d'imperméabilité, on arrive à la vraie valeur de la pierre nette. Évidemment, le milieu récepteur que j'ai simulé, c'en est un. C'est un peu, ce n'est pas exactement. Normalement, pour faire des simulations, on va d'abord caractériser en laboratoire, obtenir toutes les courbes. Ici, on a pris un truc approximatif pour vous montrer un peu la phénoménologie, mais ça montre clairement que quand on va vers le peu perméable et on arrive à la limite d'imperméabilité, de plus en plus, la roche devient très intéressante. Il ne faut pas oublier, jamais perdre de vue que c'est un système. Donc, il y a, oui, le milieu récepteur, oui, la pierre nette, mais il y a aussi le sable filtrant. Donc, tout fonctionne comme un système. Et donc, le sable filtrant est très important. Puis, justement, c'est un sujet qu'on voulait vous approcher, là. Le sable filtrant, c'est un matériau qui est grandement, je dirais, pas surveillé, mais qu'il y a des critères qu'on peut utiliser. Par exemple, là, que ce soit le Qdor 22 ou DB Expert nous-mêmes, on a des critères pour le sable filtrant utilisé. Puis la raison est simple, on veut pas que des gens mettent du sable trop fin qui va avoir un temps de rétention beaucoup trop élevé puis qui va accélérer la colmatation dans certains systèmes. Puis un sable trop grossier qui, au contraire, viendrait carrément faire que l'eau passerait tout droit. Un des paramètres qui est assez important, je dirais, c'est le D10. Donc, malheureusement, à cause de ces critères-là, malheureusement, à cause de ces critères-là, il y a certains sables qui ne peuvent pas être utilisés. Puis ce qu'on se demandait, c'est est-ce que ces critères-là sont d'une certaine façon justifiés? Est-ce qu'on fait bien de mettre des critères puis de s'assurer que le sable filtrant, ça soit pas n'importe quoi qui soit utilisé sur le terrain finalement, là? Ouais, le règlement, il a raison de se préoccuper de ça. Le D10 préoccupe la géotechnique aussi depuis très longtemps pour les critères de filtre aussi. C'est un paramètre extrêmement important, tout comme d'autres paramètres granulométriques comme la coefficient d'uniformité. On peut voir par cette simulation-là, c'est la même simulation précédente, une des simulations précédentes que j'ai montrées. On a une situation ici, une certaine humidité accumulée dans le sable filtrant, mais pas rien d'important, et l'eau se dissipe bien dans le sol perméable. Quand on travaille avec un sol un peu plus grossier, des disques plus élevés, on voit que l'accumulation d'eau dans le sable filtrant est moindre. On voit très clairement que l'écoulement est pratiquement vertical et se dissipe très bien latéralement dans le sol perméable. Maintenant, si on arrive à la situation d'un D10 qui est trop faible, on voit qu'il y a une accumulation d'eau à l'intérieur du sable filtrant. Je ne veux pas dire qu'il y a une nappe qui monte. Je vais tout simplement montrer qu'il y a ici une accumulation d'eau. Le propre sable filtrant a une difficulté à dissiper l'eau. Donc, c'est évident que le D10 a un impact. Par contre, je vois ici là, que on le voit dans toutes les situations, mais le seul récepteur, il y a une teneur en eau que je pourrais dire n'est pas négligeable. C'est le cas partout là, dans tous les modèles, mais je me demandais, est-ce que ce seul récepteur-là qui a une certaine humidité déjà intérieure, est-ce que c'est lui qui pourrait faire en sorte que le sable filtrant a de la misère à s'infiltrer?
Non, c'est vraiment un système qui montre très clairement là, la phénoménologie. Prenons ici le cas là, du perméable que j'ai présenté tantôt. Mais maintenant, je mets un très perméable. Donc, il a une capacité de dissipation immense. Donc, il n'y a aucun problème pour lui de dissiper l'eau qui lui arrive. Mais c'est le propre sable filtrant qui retient son eau. Donc, effectivement, c'est important de cadrer ça pour que l'industrie comprenne que le règlement, d'une certaine façon, traduit une connaissance acquise, des règles qui existent depuis longtemps et la phénoménologie, tout comme la simulation numérique vient aider dans cette cause-là en regardant le système comme un tout. Donc, en conclusion, le D10 c'est important. Le Q2R22 cadre bien ça. Mais l'avantage de travailler en simulation numérique, c'est vraiment de pouvoir regarder le système dans son ensemble. Donc, peut-être éventuellement, sans vouloir trop s'éloigner de ces plages-là, peut-être qu'éventuellement, il y aurait moyen de regarder peut-être vraiment les critères critiques ou ce qu'on devrait arrêter d'utiliser un certain sable en fonction de, pas juste son D10, mais de sa courbe au complète, là, grâce aux simulations. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Parfait. Avant de continuer, j'aimerais rappeler là, que si vous avez des questions, écrivez-les tout de suite dans le chat pour éviter à la fin là, d'avoir un bombardement de questions. Je vois qu'à travers la présentation, il y a quelques questions qui sont arrivées. Là, donc, c'est très bien. Là, ça nous aide à voir combien de questions il y a à travers la présentation. Je vous rappelle aussi, si on n'a pas le temps de toutes les répondre, il va y avoir un document, là, puis il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat aussi, il y a un document qui va être préparé, surtout aussi pour répondre aux questions qui auraient plus un lien avec le traitement des eaux que l'écoulement. Ces questions-là vont être répondues vraiment dans un document là, qui va être disponible sur notre site web par la suite. Donc, le prochain sujet, c'est quelque chose qui est assez d'actualité. Donc, vous savez tous là, que le QDR22 il a eu quelques changements dernièrement. Le but de ces changements-là était d'une certaine façon de donner plus de possibilités d'infiltration dans des conditions qui étaient plus difficiles. Une de ces conditions-là, c'est vraiment l'infiltration dans un sol qui serait argileux ou silteux structuré. Donc, la condition est que, oui, la texture nous donne dans le triangle un sol qui est imperméable, mais les tests démontrent quand même sur le terrain que le sol est perméable. C'est quoi, professeur Cabral, vos impressions sur le fait d'aller infiltrer dans ce genre de type de sol-là, là, qui serait argileux ou silteux? Là? OK. Oui, c'est une très bonne question. Évidemment, je pense que le milieu de pratique dans ce domaine-là va assimiler tranquillement cette nouveauté. Il y a des éléments que moi, comme géotechnicien, je regarde certains éléments et je pense qu'il va falloir apprendre à travailler avec la définition de ces structures-là. Il faut savoir aussi qui va les définir. Les géotechniciens sont peut-être capables d'identifier des structures, par exemple pour l'argile Champlain, on va trouver à certains endroits, pas partout, un croûte, une région où est-ce que l'argile peut avoir une texture, un type de structure granulaire, pas une texture, mais une structure granulaire. Mais on connaît moins bien ou on connaît pas, les géotechniciens, les structures prismatiques ou polyédriques. J'imagine qu'il va falloir faire éventuellement appel à des ingénieurs agronomes ou d'autres professionnels. Je ne sais pas, ça va être un acte dédié ou pas, ça serait à voir. Mais c'est chose certaine, il va falloir que quelqu'un vienne identifier quel type de structure on va avoir, si la perméabilité est bonne après un essai, et c'est quoi aussi le grade de cette structure. Parce que si sans ça, on ne pourra pas définir c'est quoi le taux de charge linéaire. Donc ça, c'est un élément important. Il y a d'autres questions que je me pose aussi. Ne connaissant pas profondément ces structures-là, si on a une structure prismatique ou polyédrique, je me pose la question, est-ce que ces structures-là ont une, est-ce que ça crée une anisotropie de perméabilité? Ça veut dire, est-ce que la perméabilité dans le sens vertical sera plus élevée que dans le sens horizontal, ce qui rendrait plus difficile la dissipation? Je ne sais pas. Évidemment, les tests de perméabilité viennent nous donner la perméabilité saturée. Comment les choses se passent au niveau de la dissipation, ça serait un petit peu à découvrir avec la pratique. Je pense qu'il va y avoir un temps où les gens vont tranquillement s'habituer à comprendre ça. Un règlement, philosophiquement, il vient figer dans un texte légal les connaissances acquises jusqu'à un certain point.
OK? Il inclut les réalités de la pratique, il essaie de donner de venir ajuster la philosophie qui existe dans une société par rapport à la protection de l'environnement, comme c'est le cas ici. Donc, on va voir certaines choses comme des sauts très importants de taux de charge linéaire, par exemple, un taux de charge hydraulique linéaire, un saut très grand. C'est correct, un règlement doit trancher en quelque part. Ce que je vois d'intéressant, c'est que les simulations numériques viennent ajouter un petit peu de, 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 de jus dans ça, viennent donner une dimension différente dans le sens qu'elle aplanent tout ça. On peut simuler des réalités, par exemple, par le biais de bancs d'essai et ensuite la simulation numérique des résultats obtenus jusqu'à ce qu'on calibre un modèle pour venir aider l'ingénierie plus de pointe. C'est très courant qu'on ait dans des projets d'ingénierie de pointe, l'utilisation, on vient d'utiliser des simulations numériques, que ce soit pour un pont, que ce soit pour un barrage, pour des grosses excavations, métro, et ainsi de suite. Alors, rien n'empêcherait que des situations plus complexes puissent bénéficier des simulations numériques. Puis aussi, je remarque quelque chose d'intéressant. C'est sûr que le taux de charge hydraulique linéaire, c'est quelque chose de nouveau concrètement dans le règlement, probablement qui était présent, caché à travers d'autres tableaux, mais c'est la première fois qu'on est confronté directement. Puis moi, ce que je remarque, c'est que la pente semble être un élément assez important dans ce tableau-là. C'est-à-dire que plus la pente augmente, plus on voit que le taux de charge linéaire maximal est petit. Donc, ce qui voudrait dire là, qu'il y a moins de restrictions en termes de longueur du système. Est-ce que ça veut dire directement que une pente fait en sorte que l'eau s'écoule plus facilement dans un sol ou viendrait s'infiltrer plus facilement dans un sol? Oui, il faut regarder toujours l'affaire comme un système. Une autre fois, j'insiste là-dessus. Une chose, c'est le coulement de la conduite jusqu'au milieu récepteur. Une autre chose, c'est l'évacuation, la dissipation de cette charge hydraulique à l'intérieur du milieu récepteur. Donc, c'est là où le projet d'ingénierie prend tout son importance. Comment on vient dissiper cette eau-là pour éviter qu'il y ait comme un backlog, là, c'est le mot en anglais, comme quand ça bouche et puis là remonte et ça pourrait causer, comme on a fait dans certaines simulations, on a observé ça, le système peut s'inonder. Donc, le projet d'ingénierie devient très important. Encore là, le règlement vient cadrer des situations les plus courantes de la réalité. Les simulations numériques viendraient aider des projets un petit peu plus osés, des situations un peu plus complexes et pourraient vraiment être un élément très intéressant pour ce milieu de pratique-là. Puis justement, en parlant d'ingénierie de pointe, puis j'ai vu la question venir là, quelques fois dans le chat. Puis c'est une question aussi que je me demandais à toutes ces simulations-là que vous avez faites pour nous. Est-ce que éventuellement, ça serait possible d'aller ajouter les aspects biologiques ou les aspects là, futures colmatations qui se passeraient dans un système comme ça? Puis c'est une question qu'on nous a demandé, par exemple, est-ce que la durée de vie peut être évaluée, que ce soit autant du point de vue hydraulique que biologique? Est-ce que cet aspect-là pourrait être ajouté à ce système-là pour peut-être éventuellement encore plus épauler un banc d'essai ou peut-être encore mieux prévoir ces durées de vie de ces systèmes-là? Là? Oui, oui, c'est possible. Je dirais que l'idéal dans des situations comme ça, c'est de procéder à des bancs d'essai physiques. Où on jumelle la modélisation numérique. Alors, on va calibrer la modélisation numérique pour faire des prévisions pour deux situations qui sont relativement semblables. Je dirais que l'idée, c'est de trouver une loi de changement de la distribution des pores. Évidemment, le colmatage vient changer cette distribution-là, ou les interfaces, comment les interfaces changent dans le temps. On est capable de faire une espèce de simulation par étape où à chaque période bien connue, de ces informations étant données par des bancs d'essais physiques, on pourrait incorporer ça dans une modélisation qui est faite sur plusieurs étapes, où on va inclure des lois, des changements des caractéristiques des interfaces ou des matériaux comme tels pour que ce colmatage soit pris en compte. Je pense que c'est une des choses, un des défis intéressants à faire pour la modélisation numérique. Mais il faudrait que ce soit idéalement couplé à des bancs d'essai. Justement, je voulais conclure là-dessus parce que le temps avance.
ce que nous avons vu ici, c'est que la majorité des écoulements, comme on a vu par plusieurs présentations, plusieurs figures que j'ai présentées, les écoulements que vous avez et les écoulements qu'on observe, la grande majorité des écoulements sont non saturés. Évidemment, on ne parle pas des eaux souterraines. Il y a plusieurs paramètres qui influencent ces écoulements-là. Les propriétés hydrauliques sont très importantes. La géométrie du problème est très importante. On a vu aussi ce qu'on peut faire avec l'ingénierie de pointe en complément au règlement. Ces outils-là, ce que je trouve important de mentionner, très important, c'est que le mandat du ministère est aussi, la protection de l'environnement inclut aussi l'utilisation optimale des matériaux nobles. La modélisation numérique est capable de venir aider à mieux utiliser ces matériaux-là, utiliser des bonnes. C'est sûr que on va pas changer le règlement, on va pas le contredire le règlement. Les règlements, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Au fur et à mesure que les connaissances se développent, à un moment donné, le règlement vient figer ça à l'intérieur d'un texte légal. Donc, je pense que dans l'évolution future, on pourrait compter, par exemple, sur le complexe de recherche multi-échelle de l'Université de Sherbrooke. On voit la figure du centre. C'est une aire de 5000 mètres carrés. C'est un aire de jeu pour faire des bancs d'essai. Elle est toute protégée, elle est linée en dessous, il y a une protection de géomembrane. Écoute, s'il y a un lac, on peut contrôler les niveaux d'eau à l'intérieur de ça. C'est vraiment un terrain de jeu intéressant pour faire éventuellement des bancs d'essai. Ça serait plusieurs partenaires ou partie prenante de l'évolution de ce milieu-là qui va vouloir développer des nouvelles conceptions, qui pourrait utiliser éventuellement cette plateforme-là pour travailler sur des projets intéressants et connaître un peu plus comment l'écoulement dans ces milieux non saturés-là se font. Alors, si quelqu'un a besoin de me contacter, mes coordonnées sont au bas de la page. Et je vais vous laisser avec Miguel pour les mots de la fin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Tantôt, je vais vous répondre aux questions. Ouais, donc avant la période de questions, je vous invite à aller justement sur le portail pro qui est sur dbioexpert.com. Premièrement, vous allez y retrouver une formation 2021 qui est elle aussi éligible à des heures de formation. Donc, d'ailleurs, si jamais vous aviez demandé une attestation de formation, vous allez la recevoir d'ici la fin de la semaine, mais il y aura aussi la formation 2021 qui va être éligible à des heures. Vous allez aussi trouver des guides de conception, des catalogues, des tableaux dimensionnants, des plans types, des études de cas. Tantôt, j'ai vu un commentaire passer, est-ce que le DBO Expert avait des solutions pour le commercial? Effectivement, toutes ces informations-là se trouvent sur notre portail pro sur dboexpert.com. Puis plus aussi, il y a ce qu'on appelle les DBO clics. Donc, c'est des sujets qu'on sort à chaque mois qui, un peu comme ce webinaire-là, vient traiter des aspects techniques là, du domaine là, du traitement des eaux décentralisées. Donc, je vous invite à aller sur le portail pro pour plus d'informations. Puis justement, pour revenir aux questions, puis il y a plusieurs personnes qui ont demandé si les diapositives allaient être disponibles. Et effectivement, il va avoir le PowerPoint, puis il va aussi avoir un enregistrement de la présentation qui a été faite. Donc, si jamais vous avez manqué certains bouts, vous allez pouvoir aller revoir cet enregistrement-là. Donc, on va passer directement à la période de questions. Comme j'ai dit initialement, on va se concentrer surtout sur les questions qui sont directement en lien avec le traitement pas le traitement des eaux, avec l'écoulement des eaux. L'aspect traitement des eaux va être répondu plutôt dans un document. Mais on va commencer avec la première question qu'on a eue. Puis c'était assez intéressant parce qu'on sait qu'on travaille surtout avec des perméabilités saturées. Donc, on nous demande, c'est quoi la différence entre un écoulement saturé et non saturé? Professeur Cabral, je ne sais pas si vous vouliez retourner avec les diagrammes du début pour Oui, je pourrais expliquer un faire peu ça. cette. Donnez-moi 2 secondes, je vais faire ça. Il faudrait que je vienne. Ça va pas être la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est peut-être de venir arrêter la présentation. Ouais, je viens là-dessus et je présente ça. Est-ce que vous voyez Ouais. mon écran? Oui, OK. Donc, un écoulement saturé par rapport à un écoulement non saturé, ça va dépendre de niveau Attends, je vais plutôt présenter cette figure-là, celle-là, parce qu'on voit le tout. Un écoulement saturé,
C'est un écoulement où les suctions sont très faibles et on est proche de la perméabilité saturée. Un écoulement non saturé, c'est quand les suctions sont un peu plus élevées et la perméabilité du matériau et l'humidité du matériau est plus faible. Alors, c'est normal, l'eau rentre dans le sol, le sol va vouloir la garder, c'est ça ce qu'on appelle la succion, la capillarité, et il va couler quand il y a une certaine accumulation d'eau une autre fois pour que l'eau puisse continuer. Donc, c'est un écoulement qui respecte la loi de Darcy, les gradients et tout, sauf que la pression qui existe dans le sol est négative. Donc, il y a l'eau, le sol veut un peu son eau qui est là. C'est la grande différence, je dirais que c'est celle-là. Puis, dans la même ordre d'idée, on demande ici, est-ce que je conclus correctement que la perméabilité d'un sol non saturé est toujours plus faible que dans un sol saturé? J'avais l'impression que par la capillarité, le sol non saturé attirait plus d'eau rapidement. Ouais, mais le graphique nous montre la perméabilité euh, non saturée est plus faible que la perméabilité saturée. La perméabilité la plus élevée que peut avoir un sol, c'est la perméabilité saturée. OK. Puis aussi, en lien avec ces questions-là, on nous demandait un sol trop sec ou trop mouillé va moins bien absorber l'eau de l'élément épurateur. Il faut conserver des conditions d'humidité dans un spectre d'absorption pour que les eaux usées soient diffusées dans le sol. Ouais, commençons par, j'aimerais voir la question pour me guider. Ah Est-ce que ouais, on pourrait la garder sur l'écran? OK, merci. Commençons par le sol trop sec. Ben, quand il est trop sec, mettons que ça fait un mois, vous n'êtes pas allé à votre chalet, puis il n'y a pas d'eau, le sol est sec. Là, on commence à mettre de l'eau parce qu'on arrive, et on va prendre une douche, on va faire à manger, tout ça, l'eau commence à couler. Évidemment, au début, le sol commence à absorber cette eau-là. Ce qui est particulier dans l'affaire, c'est si on a une interface entre deux matériaux, au début, l'eau, il va falloir que l'eau s'accumule à l'interface jusqu'à ce que l'eau puisse rentrer dans le sol du dessous si le sol du dessous est plus grossier. Quand on parle d'un sol trop mouillé, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est déjà surchargé une nappe? Non, on ne parle pas de ça. On parle tout simplement qu'il est, mettons, très humide. Ben, il va peut-être continuer à être saturé jusqu'à ce qu'on arrive à la perméabilité saturée. Fait important pour vous, ça vient de la géotechnique, un sol, par inondation comme ça, un sol n'est jamais complètement saturé. On arrive à un certain degré de saturation. Certains sols qu'on inonde ici en essai, comme le MG20 qui est compacté à 95 du Proctor modifié, quand on inonde ce sol-là, immédiatement, on voit des lectures qui se stabilisent de sondes de ténor en eau, mais le degré de saturation est dans les 60-70. Donc, assez loin encore. Pour saturer un sol complètement, c'est très difficile. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. La plupart du temps, le sol, l'écoulement se fait en non saturé. Ça se peut que la perméabilité soit déjà, et si je prends ici si je suis capable de venir chercher attendez un petit peu, mon laser, il se peut que je sois déjà dans cette zone-là où la perméabilité est déjà saturée pour un sable ici. Là. Il se peut que ma succion soit tellement faible que je sois déjà dans la zone saturée. Ça ne change pas, donc pas grand-chose. Parfait. Donc, la prochaine question, on en a parlé un peu à la fin, mais est-ce que on prenait en compte les MES? Non, dans ce contexte-là, c'était vraiment une eau qui était propre, donc Mhm. une eau qui est considérée traitée. Par contre, on avait ouvert la porte là, à regarder si c'était possible dans un futur d'aller simuler complètement Ouais. avec la perte de perméabilité qu'amènerait les MES, par exemple. Tel que Euh, c'est là, je n'aurais pas le moyen de faire ce type de modélisation. Il faudrait connaître un peu plus les lois de changement des ports, de la distribution des ports avec le colmatage qui viendrait. Là je dirais que l'idéal pour un cas, par exemple, si on parle de colmatage d'un système de traitement conventionnel ou autre, surtout le conventionnel, bon, il faudrait faire un banc d'essai pour étudier ces lois-là. Ou aller chercher dans la littérature s'il y a quelqu'un qui a déjà étudié comment cette distribution de ports change, comment les interfaces changent avec le temps. Parfait. Prochaine question. Puis ici, je crois qu'on faisait référence lorsqu'on parlait de l'argile structurée. Est-ce que votre modélisation permettrait d'évaluer la durée de vie de ce système? Donc, j'imagine qu'on parle du point de vue hydraulique à ce niveau-là. Vous pouvez me reprendre, là, M. Couture, si ce n'était pas le but de la question et si on parlait vraiment de l'aspect biologique.
Ouais, c'est cet aspect biologique. Il faudrait pousser un peu plus de l'exercice qu'on a fait pour ce webinaire. Je dirais que c'est tout à fait possible. Il y a des programmes, des routines qui doivent exister à l'intérieur de Hydro. Je n'ai jamais essayé ça, mais c'est surtout de l'eau que j'étudie couler. Mais c'est sûr qu'il y a ces modèles sont tellement puissants qu'il est possible de modéliser ça. Il faudrait juste moi, je dirais que, comme j'ai fait toujours dans ma vie, j'ai fait des bancs d'essais physiques instrumentés, j'analyse les résultats, j'essaie de simuler pour calibrer mon modèle pour savoir comment je peux faire la prévision pour d'autres situations. Donc, on a une question ici qui nous demande est-ce que l'impact de la pente aura un impact pervers sur les rives et les lacs? Donc, j'imagine le fait que l'eau soit dirigée vers ces cours d'eau-là. La première eau qu'on va parler, qui n'a aucun impact, c'est l'eau qui ruisselle sur le remblai, donc qui n'a pas touché au système. Donc, si jamais il y a de l'eau qui ruisselle sur une pente d'un remblai, évidemment, on n'a pas d'impact. L'eau qui va passer du système de traitement, qui va rentrer dans le milieu récepteur, qui va éventuellement se retrouver dans un lac, là, il faut croire aux connaissances acquises dans le règlement, à cet instrument légal qui existe, qui dit, bon, si telle chose arrive, tout est beau. Donc, les connaissances acquises actuellement montrent que s'il s'infiltre, il fait telle chose, tout est beau. Donc, ce qu'il faut se préoccuper, c'est est-ce que le milieu récepteur, il est de qualité pour dissiper l'eau selon le règlement. Moi, je m'arrêterai là. S'il va y avoir des effets pervers, je ne pourrais pas aller au-delà de ça. Parfait. On a quelle est la différence entre un argile humide et un argile sec par rapport à l'infiltration? Bien là, on sort beaucoup de la situation qu'on est là, mais évidemment, une argile, si on prend ici cette courbe-là, OK, si on traitait d'une argile, on viendrait ici et la courbe irait très, 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 très loin. Alors, quand elle commencerait à chuter, et ça serait vraiment beaucoup plus loin, on commencerait à être en situation de désaturation. Tous les autres matériaux autour seraient déjà très secs, rendus à ces niveaux de succion-là. Alors, la question, peux-tu remettre là devant, s'il te plaît? Oui, la différence entre une argile humide et une argile par rapport à l'infiltration, comme n'importe quelle, si on prend la figure du début que j'ai mise, un petit peu que je vais changer ça, celle-là, que j'ai prise à Mendoza, en Argentine. C'est un fond d'un réservoir qui est en argile. On a marché dessus. C'est vraiment de l'argile, la belle argile. Ce qu'on voit, c'est que si tu rajoutes de l'eau là-dedans, la première chose qui va arriver, c'est que tranquillement, le sol va absorber de l'eau, va prendre une expansion et va fermer ces craques-là. Donc, avant que l'eau commence à progresser en bas, elle va humecter les zones plus supérieures. Donc, il y a une infiltration progressive que se fait, mais avant tout, l'argile qui a besoin d'eau, elle va prendre cette eau-là pour elle. C'est ça qui est la différence. Alors que si elle est humide, ça va tout ça à gradient hydraulique égal. OK? Alors, si le gradient hydraulique est égal pour une situation humide, pour une situation sèche, l'eau va être retenue au début, et va humecter le sol. Et tant aussi longtemps que le sol a besoin d'être humecté, il va moins progresser vers le bas. Alors que si l'argile est déjà humide et a un même gradient hydraulique, elle va progresser un peu plus rapidement. Parfait. Donc, si on a une question, comment expliquer le suintement latéral sur un système placé sur un sol peu perméable? Est-ce qu'il y a le moyen de régler ça? J'imagine qu'on fait référence à un des premiers résultats qui a été montré, donc où qu'on montrait une inondation parce que le sol n'était pas en mesure de bien dissiper son eau sur le côté. Je vais avancer rapidement ici, désolé. Ça serait la slide 20, la diapo 20. OK. Là. Ouais, donc je peux remettre la question. Là. Oui, j'aimerais revoir la question, s'il te plaît. Le sointement latéral, un système placé sur un sol peu perméable. Bon, le sointement latéral, ici, évidemment, je ne suis pas allé chercher l'information à savoir s'il y avait un sointement.
OK? Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a, par exemple, j'ai pas mis de pluie, il y a toutes sortes de choses que j'ai pas mis là-dedans. Une simulation pour montrer un peu la phénoménologie, comment les choses se passent et tout et tout. Euh, Est-ce qu'il pourrait avoir un suintement latéral si un système comme celui-là était sous stress? Oui, il pourrait avoir un suintement latéral. Comment éviter? Bon, je vais laisser aux ingénieurs de songer à cette réponse-là. Je pense que j'irai un peu trop loin de donner un avis de conception à ce stade-ci. Je vois que l'heure avance, puis justement, je vais faire deux petites interventions. Donc, les questions vont être répondues dans un document par la suite, comme j'ai dit sur le portail pro. Monsieur Cabral, est-ce que vous auriez encore quelques minutes pour répondre à quelques Certainement, autres questions? Parfait. certainement, si les gens sont intéressés, je suis là. Parfait. Donc, ici, on a une question qui dit, je conclus que l'on peut simuler sur un terrain qualifié de naturel ou sur un sol remanié en faisant référence à un banc d'essai. Donc, quand on fait un test, ce que je comprends, c'est sur un banc d'essai, le sol peut être remanié, puis on peut bien imiter un sol naturel. Ouais, je vois pas nécessairement la question comme ça, mais de toute façon, Pierre-Luc, tu pourrais envoyer par le chat peut-être une précision. On peut simuler un terrain qualifié de naturel. Oui, on peut. Pour simuler un terrain naturel, il faut qu'on échantillonne du sol, de ce terrain naturel, qu'on vienne au laboratoire pour obtenir les propriétés hydrauliques. Sur le terrain, on va faire des essais de perméabilité, par exemple. On peut le répéter aussi en laboratoire pour gagner un peu plus de confiance. Mais la courbe de rétention d'eau, le fameux courbe que j'ai montré tantôt, là, surtout la courbe de rétention d'eau et la fonction de perméabilité, on va l'obtenir en laboratoire. En fait, la première, celle de gauche, la courbe de rétention d'eau. La courbe de la fonction de perméabilité, on va obtenir d'une autre façon. Peux-tu remettre la question, s'il te plaît? Ouais, OK. ben là, il y a eu Pierre-Luc qui est venu réécrire sa question. Est-ce que le sol est remanié ou s'il s'agit d'un sol naturel? Bon, mais je vais répondre à la première question, ça va te répondre aussi à la deuxième. Donc, si je veux simuler un sol naturel, oui, je peux le faire. Quand je vais remanier mon sol, je vais faire la même chose. Une fois que mon sol est mis sur place, moi, je vais échantillonner, je vais amener mon sol en laboratoire et je vais faire mes tests de caractérisation pareils. Et là, je vais faire ma modélisation pour voir comment l'écoulement va se faire. Évidemment, en laboratoire, quand je vais faire mes tests, je vais essayer de reproduire la même densité, je vais essayer de garder, il y a certains essais où je vais faire avec des échantillons plus gros, des échantillons plus petits, en fonction de ce qui est nécessaire. Et à la fin, oui, je peux simuler un système naturel comme je peux simuler un système remanié. Parfait. Donc, la prochaine question. Donc, est-ce que l'on peut interpréter la plus faible perméabilité d'un sol non saturé simplement que par l'accumulation d'eau? Dans l'exemple du chalet, le sol sec absorbe l'eau d'une façon similaire qu'un sol saturé. C'est que l'eau est accumulée dans la couche sèche le temps qu'il se sature. C'est presque ça. Dans la réalité, à cause de l'énergie potentielle, l'eau va continuer à descendre même si l'eau n'a pas complètement été, le sol n'a pas complètement absorbé l'eau. L'écoulement continue à progresser. C'est ça la différence. Il n'est pas comme binaire, il accumule, à un moment donné, il part. À un moment donné, il y a une espèce de système qui s'établit et il y a un débit qui arrive qui force l'écoulement à continuer, même si le sol n'est pas complètement saturé. Il sature tranquillement. Alors, on peut voir tranquillement, on peut voir très facilement une région du sol qui est beaucoup plus humide que l'autre, évidemment plus en haut, et plus en bas, le sol commence à recevoir de l'eau pareil. Donc, c'est pas binaire comme ça. Mais c'est le sens de l'affaire, oui. Parfait. Donc, on va prendre une dernière question. Puis comme je le répète encore une fois, ceux qui n'ont pas été répondus, vous allez être répondus dans un document. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est surtout des fois parce que c'était des questions plus sur le traitement des eaux, donc qui était un sujet moins du webinaire, là, mais on va vous répondre dans un document. Donc, dernière question. Est-ce que le test de percolation réalisé in situ offre des données fiables pour déterminer la perméabilité du sol? Si c'est bien fait, je crois que oui. Il y a plusieurs types d'essais. Je suis plus familier avec certains tests que j'ai faits. Euh, Mais je pense que, par exemple, au Guelph, je ne suis pas très habitué à faire des essais à Guelph, mais c'est des essais qui sont quand même, qui se font depuis très longtemps. Il y a des gens qui font des essais depuis très longtemps et qui sont quand même assez bons là-dedans. Je pense que c'est fiable pour déterminer la perméabilité. Il faut juste le faire comme il faut. Il faut juste que la personne qui le fait sache qu'il est en train de faire. Et
j'ai étudié à Polytechnique et mon professeur, Robert Chapuis, c'est un des spécialistes de tests de perméabilité. Et une des choses il nous inculquait, c'est l'importance de bien faire les tests, de bien analyser les résultats. C'était un spécialiste dans l'analyse des résultats d'essais de perméabilité. Si c'est bien fait, oui, je crois qu'on est capable de déterminer la perméabilité. Ce qu'on va déterminer la plupart du temps sur le terrain, c'est la perméabilité saturée. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer un certain phénomène, on va mettre sous forme de graphique, mais derrière les équations, il y a les préoccupations des écoulements non saturés. On sait que, par exemple, dans l'essai Guelph, il y a un bulbe qu'on appelle bulbe de saturation. Comme je disais, le sol n'est pas complètement saturé, mais on peut déjà considérer que la perméabilité est dans la zone la succion est dans la zone où on aurait déjà une perméabilité pratiquement saturée. Donc, parfait. Donc, c'est tout pour ce webinaire. Comme j'ai dit au début, si jamais vous avez toujours des questions, c'est toujours moyen de nous écrire à ingénierie@commercialdbioexpert.com. Professeur Cabral, je ne sais pas si vous pouvez retourner vers la dernière diapositive où c'était écrit. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier vraiment, professeur Cabral, de votre présence pour toutes ces informations-là qui vont nous être utiles assurément. Merci à EcoHabitation pour l'organisation, l'aide dans l'organisation de ce webinaire-là. Merci pour votre présence. Donc, on le répète, les heures vont vous être fournies, les heures de formation vont vous être fournies au courant de la semaine. Écrivez vos questions à ingénierie. Il va y avoir un document de présent sur le portail pro sur dbioexpert.com. Donc, il va certainement avoir des informations supplémentaires par rapport à ce webinaire-là sur le site, l'enregistrement, la présentation. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et encore une fois, professeur Cabral, si vous voulez remontrer vos coordonnées. Donc, Certainement. alexandre.cabral@commercialucherbrook.ca. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci DBA Expert pour l'invitation et merci pour l'organisation de ce webinaire-là. C'était très intéressant. Ça m'a fait un grand plaisir. Donc, on vous souhaite une belle semaine à tous. Pour l'instant, on va vous laisser regarder peut-être, par exemple, Yves Loïc vient d'écrire l'adresse courriel dans le chat, donc on va vous laisser quelques secondes pour la prendre en note et prendre en note les informations sur le PowerPoint présentement. Donc, merci et bonne semaine.